Bonjour, mon nom est Gilbert Chopard de Satom IT and Learning Solutions. On est très heureux de pouvoir organiser ce webinaire durant cette période de confinement. On essaye de ne pas trop rester confiné. Effectivement, en Suisse, on a eu la chance de pouvoir être à demi confiné. On en profite. Et puis, c'est l'idée de pouvoir enrichir nos connaissances et de pouvoir partager en fait des développements en fait qui nous tiennent à cœur. Et ici, on va voir donc un développement qu'on a pu mettre en place qui nous permet d'avoir une analyse visuelle beaucoup plus pointue. Donc, comme vous le voyez, le titre de ce séminaire, donc de ce webinaire, est une analyse sur les Panama Papers. Et puis, ce qu'on va tenter de démontrer, c'est qu'en fait, même si les Panama Papers existent depuis un certain temps et que c'est tombé dans le domaine public, on a aujourd'hui la possibilité d'investiguer avec des outils qui sont performants ces Panama Papers d'une manière beaucoup plus intéressante. Donc on a des relations cachées, on a des informations qui sont supplémentaires par rapport à ce qu'on a pu découvrir jusqu'à présent. L'outil qu'on va vous montrer aujourd'hui permet justement cette investigation. Donc, on va vous présenter les capacités d'analyse d'un connecteur spécialement développé entre une base de données Graph ou Neo4j et l'outil de visualisation IBM i2 Analyst Notebook, que vous connaissez bien, ou certains d'entre vous connaissent. Si vous ne le connaissez pas, on peut vous donner plus d'informations. Cet outil graphique permet, avec ce développement, de faire une analyse beaucoup plus précise sur ces Panama Papers. Ce développement a été rendu possible grâce à une étroite collaboration avec le team d'Abacus Sécurité, ici présent. Pascal Weber présentera la démonstration et l'aide précieuse, comme toujours, de Nicolas Sanson, qui est le responsable des partenaires IBM en Europe et qui a permis cette collaboration. Le titre de ce webinaire fait référence à la démonstration que vous allez voir tout à l'heure. Et les données proviennent de la base publique des Panama Papers, qui seront utilisées pour cette analyse avec ce nouvel outil qui a été mis en place. Bien évidemment, on tient à remercier nos partenaires de SwissIntel. Ce webinaire est co-organisé par Satom IT and Learning Solutions et SwissIntel, la fêtière en fait de l'association des personnes qui font de l'intelligence en Suisse. Et l'idée, c'est de présenter des solutions innovantes d'intelligence. Je remercie à cet effet le président de SwissIntel, Alain Mermoux, qui a permis cette collaboration. Au niveau de l'agenda, on va essayer d'être le plus ponctuel possible. On aimerait terminer dans les 60 minutes ou moins, si on peut. Ça va être entre 45 et 60 minutes. Tout va dépendre des questions auxquelles on devra répondre. L'agenda, on va parler du contexte en fait dans lequel on fait la démonstration. Pour mettre les choses en perspective, on va parler de la démonstration proprement dite. Ça, c'est le cœur de ce sujet d'aujourd'hui. On va parler de la mise en scène des données, comment est-ce qu'on fait cette préparation des données. Et puis, bien évidemment, on donnera quelques idées sur les caractéristiques de la solution et on présentera des conclusions. Et finalement, on aura une séance de questions et réponses pour clôturer ce webinaire. Là, je laisse la parole à Nicolas Sanson, qui va nous présenter en fait les relations cachées.
Donc, Nicolas, à toi la parole. Bonjour à tous, donc Nicolas Sanson. Et ainsi que le disait Gilbert, le propos de la démonstration aujourd'hui, c'est d'aller plus loin que l'analyse habituelle de visualisation de données pour mettre en évidence des relations cachées. On s'est rendu compte que, en s'appuyant sur l'expérience, la recherche de ces relations cachées impliquait de partir d'un raisonnement inductif et non plus déductif. Qu'est-ce qu'on entend par là? On entend en fait d'inverser le processus de pensée habituel. On part généralement d'une théorie que l'on vient infirmer et confirmer, c'est la déduction. Le souci, c'est qu'on ne trouve pas forcément de nouvelles choses. Et puis aussi, on s'enferme très vite dans des modèles déjà connus. Alors qu'à l'inverse, si on part de l'observation et qu'on va chercher à induire, de cette observation, on va pouvoir en dériver des modèles. De ces modèles, on va pouvoir mettre en place des hypothèses, et ces hypothèses vont nous permettre ensuite d'arriver alors ou à la théorie, ou à l'inférence, ou on pourrait aussi appeler une hypothèse par rapport à cette analyse. C'était donc vraiment ce qui nous a intéressés par rapport à cette combinaison finalement de différents outils, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut mettre en place une solution qui permette véritablement d'optimiser, de faciliter, d'augmenter la capacité d'observation des outils habituels, notamment Analysis Notebook, parce qu'on sait tous qu'on nous promeut depuis très longtemps la visualisation de données. Il y aurait un grand général qui a dit qu'un bon schéma valait mieux qu'un long discours, mais très souvent maintenant, eh bien, ces visualisations, ce sont des plats de spaghettis qui nous restent souvent sur l'estomac. On a énormément d'exemples là-dessus, et c'est aussi ce qui a motivé notre recherche d'ailleurs, parce que les Panama Papers sont qu'un exemple, hein. Vous pourriez évidemment faire ça avec toute autre donnée que vous auriez à votre disposition, mais les Panama Papers, ça nous a particulièrement intéressés parce qu'en fait, vous avez déjà sur Internet la possibilité d'interroger cette source et puis d'obtenir des graphes. Mais ces graphes, ils ne disent pas grand-chose. Ces graphes ne nous permettent pas justement de trouver, d'induire ces relations cachées. Et c'est vraiment là que l'on a cherché à mettre en place une solution de bout en bout qui permette de faire ce type d'investigation en mettant ce qu'on pourrait appeler une sorte de rationalisation de l'observation que j'ai essayé là de présenter rapidement au travers de cette petite animation, qui sera d'ailleurs le fil conducteur de toute la démonstration. Nous allons rechercher des potentielles relations. Alors, est-ce qu'elles sont cachées ou pas? Ça sera toute la question et l'objet de la démonstration, mais de potentielles relations entre d'abord Jérôme Cahuzac. Alors, je ne sais pas si de ce côté-ci de la frontière, ça vous parle encore, mais c'était un politicien français qui a été condamné il y a quelques années pour fraude fiscale, et une constellation de sociétés qui s'appelle Jupiter. Donc c'est vraiment notre point de départ et notre fil conducteur de trouver s'il y a des connexions cachées entre ces deux éléments. Et je vais maintenant donc céder la parole à Pascal Weber qui va conduire cette démonstration et ensuite vous expliquer comment cela a-t-il été rendu possible. Merci Nicolas. Nous allons maintenant passer effectivement à la démonstration. Gilbert, j'attends juste ton approbation. Voilà, ok, bon, on est directement là. Ok. Donc, comme l'a indiqué précédemment Nicolas, on va chercher des relations entre Jupiter et Cahuzac, car on nous a toujours dit que les graphes, ça permettait de voir les choses. Voilà. Donc, pour ce faire, effectivement, on va se connecter au système via Analysis Notebook. Cette connexion qu'on va effectuer par rapport à ce système, elle est excusez-moi, on a des là.
va permettre d'enrichir globalement les fonctionnalités de recherche de la solution. Hein. Pour ce faire, on va utiliser des recherches qu'on a préalablement créées à l'aide de tout l'outillage qu'on vous présente. Et on va faire une première recherche contextuelle, vous voyez, comme on l'indique ici, sur les contextes d'officer, en partant de mots-clés. Qu'on va utiliser pour aller faire des recherches sur la base Neo4j. Et donc, on va utiliser le premier mot-clé, qui est Cahuzac, voilà, et qui va nous permettre déjà de trouver des informations et des enregistrements à l'écran. On ne change pas de logiciel, on a directement ces informations dynamiques qui sont issues de la base Neo4j. On obtient en fait le résultat ici à l'écran, qu'on pose sur un graphe, et on voit déjà qu'il y a une relation entre ce monsieur Cahuzac et la société Serman Group Limited. Souvenez-vous, on cherche des relations entre Jupiter et Cahuzac, donc on est déjà dans un premier champ d'investigation. Et pour ça, on va aller un peu plus loin, puisque dans la constellation des Jupiters qu'on avait vu tout à l'heure, on va taper ce mot-clé également pour voir si on trouve des choses en base. Voilà, donc on saisit juste le mot-clé Jupiter. Ah là, c'est intéressant, on obtient un résultat de 287 enregistrements. À gauche, on peut observer des facettes dans lesquelles on voit 43 officiers, 94 compagnies. On pourrait déjà faire, c'est peut-être juste les poser dans un premier temps. Ah, c'est intéressant. On voit pas mal de liaisons qui apparaissent. Un certain nombre de sociétés Jupiter, et même et puis on voit à droite toujours ce monsieur connexion encore. Jupiter à l'écran. Ce serait d'affiner le. De faire, on va utiliser une autre fonction. Puisque là, on utilise les capacités d'ANB. Fonction de créer une. Voilà. En fait, en faisant une recherche par homonyme de ce qu'on a sur le graphe. Donc, on va éditer cette règle. Et puis, ce qu'on va choisir, finalement, c'est de faire des relations de correspondance entre le nom des sociétés et ce qui pourrait être intéressant, si les sociétés portent des correspondances au niveau du nom, c'est voir s'il y a des correspondances aussi en termes de pays pour procéder à ce regroupement. Donc là, j'ai créé ma règle. Et puis, ce qu'on va faire, c'est tout simplement rechercher ces correspondances à partir de cette règle. C'est ce qu'on fait à l'écran. Et puis là, on lance une analyse et on voit et on observe déjà un résultat à gauche. Et puis, même sur le tableau, des propositions de regroupement en fonction des critères qu'on a définis. Si on clique sur les sélections, on voit qu'elles sont directement sélectionnées au niveau du graphe. Et on voit un premier Jupiter Trustees, qui est déjà regroupé par rapport aux îles Guernsey. On voit également d'autres regroupements par rapport à des Jupiters qui sont en Suisse. Et puis on voit également d'autres regroupements qui sont issus de cette analyse, qui sont par rapport aux îles Vierges britanniques. Donc c'est intéressant. Donc ce que je veux faire maintenant, c'est les unir. En cliquant sur le bouton unir. Et là, je vois directement, dynamiquement au niveau de mon graphe, globalement, cette unification et ce regroupement pour me simplifier la démarche d'analyse. Et on va changer un petit, la représentation en ajustant à la fenêtre. Avec le pan compact, voilà. On voit déjà finalement qu'il y a un certain nombre de liaisons, d'ailleurs même entre différents Jupiters de différents pays. On voit cette représentation, mais on voit toujours effectivement que M. Cahuzac, en bas à droite, est toujours isolé. Comme je le représente ici. Bon, finalement, j'ai toujours pas de connexion. Mais bon, j'ai d'autres outils, donc finalement, ce que je vais faire, c'est peut-être rajouter une nouvelle dimension et voir si, en faisant une recherche d'adresse, je peux peut-être retrouver des connexions. Donc là, je vais sélectionner l'ensemble des officers que j'ai à l'écran.
hein, entre les sociétés et les personnes. Et puis, bah, je vais réutiliser mon outil de recherche, hein, qui va se connecter toujours à ma base graph, et dans lequel je vais avoir une proposition de requête, bah, justement sur la localisation des officers. Hein, parce que ce que j'avais à l'écran était intéressant, mais pas forcément suffisant. Et donc, vous voyez ici, j'ai un certain nombre d'adresses qui ont été retrouvées. Ah bah, intéressant, donc je vais les poser sur le graphe. Et vous voyez, c'est le petit atlas avec le petit trombone rouge, donc vert et rouge, qui est affiché. Donc finalement, j'ai des informations d'adresse, hein, qui viennent dynamiquement se poser sur le graphe. Je vais réorganiser la disposition, voilà. Donc c'est bien, j'ai des adresses, mais je vois toujours que je n'ai pas de regroupement, j'ai pas de connexion à droite avec mon Cahuzac et des adresses. Finalement, ça me suffit pas pour l'instant. C'est pas grave, on va continuer notre investigation, et ce qui serait peut-être intéressant, c'est de voir s'il y a des proximités géographiques de ces adresses. Donc je vais les resélectionner toutes ces adresses au niveau de mon graphe. Voilà, et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'outil carte et poser l'ensemble des adresses que je visualise à l'écran, bah, finalement dans un outil d'information géographique comme Google Earth. Hein, donc je vais cliquer sur envoyer des éléments au niveau du graphe. Voilà, pour voir si de façon visuelle, je pourrais voir des regroupements. Donc là, en fait, mes adresses sont posées directement dans Google Earth. Hein. Bon, et je vois finalement que, bah, évidemment, j'ai pas de visuellement fait de regroupement d'adresses que je pourrais visualiser directement sur la carte. Hein. Donc, bah, finalement, je travaille à charge et décharge. Je vois finalement que ça ne suffit pas côté investigation. Et je me rends compte globalement que je ne peux pas induire de relation entre Jupiter et Cahuzac. Donc, est-ce que c'est une limite de l'outil? Est-ce que c'est une limite de mes capacités d'investigation ou pas? Hein? Ce premier résultat, même s'il est déductif, il n'est pas encore suffisant. Donc, finalement, je vais aller un peu plus loin. Et je vais utiliser une requête plus complexe avec le moteur et notre machine à trouver qu'on a mis en place. Pour ce faire, bah, je vais utiliser une autre fonction qui est le formatage actif pour cibler directement ce qui m'intéresse à l'écran. Voilà. Et je vais lancer une deuxième recherche. Et cette recherche, c'est une recherche de chemin entre les officers. Et ça m'est permis grâce, finalement. Voilà. Et donc là, bah, je vais retaper des mots-clés. Je retape Jupiter. Je vais taper le mot-clé Cahuzac. Et je vais donner, finalement, un chemin de 10 d'arrivée. Et je vais voir ce que le système va me renvoyer. Ah, on obtient 337 enregistrements. Hein. On peut visualiser à gauche les facettes, hein, ce qui permet déjà de filtrer. On remarque également que maintenant, on est capable de rechercher un chemin entre des objets multiples. Hein, c'est le résultat de cette recherche. On a maintenant des liens de A à N. Et vous voyez, en cliquant sur les facettes, je pourrais déjà mettre des préfiltres par rapport aux sociétés qui ont été trouvées par le système. Bon, c'est pas mal. Donc, moi, je vais finalement reprendre tous les enregistrements et je vais les poser sur le graphe. Intéressant. Ben, on voit finalement que le chemin entre Cahuzac et Jupiter, il n'est pas si simple. Il est plutôt complexe d'ailleurs. Vous voyez en vert et en rouge, c'est le formatage actif que j'avais sélectionné tout à l'heure. Ça me permet d'isoler en vert M. Cahuzac et en rouge l'ensemble des sociétés Jupiter. On voit quand même qu'il y a plein d'éléments reliés et connectés. Il y a beaucoup de lignes récursives. Puis surtout, on voit surtout qu'il n'y a pas qu'un Jupiter hein, en rouge. Donc finalement, on va reprendre ce qu'on a fait tout à l'heure à partir de la règle pour améliorer la compréhension et optimiser ces relations complexes. Et on va réutiliser la recherche de correspondance. Qu'est-ce que ça peut donner par rapport à ce type de graphe? Ah, on voit une analyse tout aussi intéressante avec un regroupement, encore qui a été fait pour Jupiter, Prestige, j'en ai 15, toujours par rapport aux localisations aussi, Nominis également, vous voyez que je sélectionne à chaque fois sur le graphe, Amos,
Hein, on les voit sur le graphe aussi à droite. Hein. Donc, ben, finalement, c'est intéressant. Hein. Donc, ce que je vais faire pour améliorer et optimiser la compréhension de ces relations complexes, c'est que je vais les unifier en fait sur le graphe, ce qui apparaît ici. Hein, notre suspicion de départ, c'est qu'il pouvait y avoir des relations entre Cahuzac et Jupiter. En premier niveau, dans la première phase de la démonstration, on se rendait bien compte qu'on ne voyait pas grand-chose, mais là, justement, en ajoutant 10 niveaux intermédiaires, on découvre des choses et c'est intéressant. On peut maintenant démarrer l'investigation. Hein, je vois M. Jérôme Cahuzac. Hein. Après, je vois que ce n'est pas si simple, parce qu'il y a pas mal il reste encore quelques Jupiters dans différents pays. Bon, finalement, je me pose la question et je me dis, bon, je vais maintenant passer sur le graphe et puis je vais voir est-ce que ce M. Cahuzac est relié à un Jupiter en particulier, et notamment le Jupiter que je viens de sélectionner à droite, qui est Jupiter Trusted Limited, en le sélectionnant. Hein. Bon, c'est pas mal, mais est-ce qu'il y a des chemins entre ce Jupiter et M. Cahuzac? Donc je vais rechercher, grâce aux fonctions d'analyse d'ANB, finalement un chemin. Ah, intéressant. Donc je vois un chemin, effectivement, entre cette société et M. Cahuzac. Bon, on va mener une enquête plus spécifique, et donc là c'est chouette, puisque je peux juste à cliquer là, et finalement je vais isoler ce que je viens de sélectionner. On voit pas mal de choses, on voit des entités, des adresses, des pays, hein, et surtout, on voit des chemins. Et on voit des chemins avec une répartition par pays. Hein. Si on admettait au départ qu'il n'y avait pas de relation entre Jupiter et Cahuzac, eh ben c'est faux. Parce que là, on en voit une ici. Hein. On voit que ça passe par des intermédiaires. On se rend compte que chacun des intermédiaires correspond à un pays. Voilà. Donc, je vais juste mettre une petite mise en forme. Voilà. Hein. On voit bien que ça passe par différents pays. Avec en plus un détail des flux par pays. Il n'y a pas d'intermédiaire multi-pays. Bon, déjà, ça m'interroge, je me pose des questions, c'est étonnant. Est-ce qu'il y a une volonté de cloisonner par rapport à tout ça? Je vois également que tous les liens ramènent à une adresse unique qui partage ses fonctions. Bon, on va aller un peu plus loin et on va affiner par période d'activité pour voir ce qui se passe dans le temps. Pour ça, je vais ouvrir une vue des activités en sélectionnant les dates de début et de fin de création de ces sociétés dans ces différents pays. Hein, ce qui me permet, via la sélection que je vais opérer justement sur ces dates de début et de fin par rapport à cette vue d'activité, ben, on voit ce qui s'est passé finalement avec Jupiter. On voit qu'il y a différentes filières, donc la filière jordanaise par exemple qui est présente sur toute la période, alors que la Suisse a des périodes d'activité plus restreintes. Hein, on permet aussi de montrer la concomitance des différents chemins pour renforcer ou pas en fait cette notion de connexion. Hein, ça permet de pondérer finalement cet outil d'analyse, hein, l'activité du chemin. Bon, on va quand même continuer, on va revenir un peu en arrière, on reprend le graphe qu'on a créé précédemment. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est le réseau, globalement. Donc, là, pour ce faire, je vais toujours resélectionner M. Cahuzac, et puis je vais changer un petit peu ma perspective, un peu comme je change finalement le filtre au niveau d'une photo. Et pour changer cette perspective, bon, je vais réorganiser déjà mon schéma. Hein, je vais le présenter sous forme d'organigramme, d'organisation, pardon. Voilà. Maintenant, ce qui m'intéresse, et puis bon, ce que je peux voir par rapport au graphe, c'est peut-être trouver des réseaux, des points d'intérêt dans ce réseau, mais c'est surtout des influenceurs. Donc là, je vais utiliser une autre fonction, voilà, qui permet finalement, via une recherche, de rechercher les influenceurs que j'ai au niveau du graphe en utilisant les vecteurs propres. Et justement, il y a une machine qui vient.
Voilà. Et puis je vais calculer en fait ce vecteur prompt. Vous voyez, c'est affiché à l'écran et je vois finalement tout le calcul qui a été mené par le système. Hein, et je vais sélectionner les 5 plus intéressants. Hein, je vais formater tout ça. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Je vois mes influenceurs. Je vois toujours ce monsieur Cahuzac. Hein, je vais chercher, je vais trouver un réseau finalement entre ce monsieur Cahuzac et ses influenceurs. Voilà, le système le fait pour moi. Hein, puis on va les mettre en évidence, toujours, et on va les copier dans un nouveau graphe. Hein, ça nous donne un nouvel éclairage hein, sur la façon dont les influenceurs ont pu interagir avec M. Cahuzac au sein du réseau. Hein, et vous voyez, là, on voit finalement des nouvelles choses qui sont apparues en bleu, hein, entre les intermédiaires et les influenceurs. On voit en rouge des nouvelles choses qui ont été trouvées avec ce réseau. On peut finalement trouver un réseau de passage, c'est une piste intéressante. On a trouvé une deuxième adresse d'ailleurs, qui a été trouvée en bleu. Donc je rejoins finalement encore plus intéressant, si je me souviens de l'officer que j'ai trouvé juste avant, je le retrouve ici avec les influenceurs. Donc finalement, je rejoins mon raisonnement précédent et petit à petit, je confirme peut-être qu'il y a un homme de paille qui figure par rapport à l'ensemble de cette illustration. Hein, finalement, très intéressant. Et tout ça, je l'ai obtenu hein, en utilisant mon outil ANB et en interrogeant de façon dynamique ma base graph qui est derrière en apportant toutes ces fonctionnalités d'analyse. Bon, comment ça marche tout ça hein, on va essayer d'ouvrir un peu le capot hein, et puis de regarder comment tout ça est possible. Voilà. Donc, mise en scène de la donnée. Hein, l'avantage de mettre en scène la donnée avec une base orientée connexion, donc une base graph, c'est qu'on va pouvoir, comme vous l'avez vu dans la démonstration, pré-processer la recherche. Et c'est pour aller plus loin que les contextes de premier niveau, comme on l'a vu avec cette recherche de chemin. Hein, avec une base orientée connexion. Tout ça pour une mise en scène de l'information, parce qu'une fois tous ces contextes découverts, le point de bascule, comme vous l'avez vu dans la démonstration, ce n'est pas que de la visualisation, hein, puisque vous pouvez changer le pays, la représentation, grâce à des modèles en fonction d'attributs, notamment le pays, comme on l'a vu, qui permet de découvrir des chemins particuliers ou pas. Hein, et donc, il y a une traduction en langage métier qui permet aussi de regrouper des éléments entre eux qui sont identiques, à nouveau par pays. Hein, on peut aussi mettre en évidence des points de départ et d'arriver dans une recherche de chemin. Vous pouvez aussi utiliser plusieurs modèles sur la même donnée pour avoir des angles différents. Hein, on voit que le langage est autoporteur. Ben, tout ça pour une mise en sens, hein, c'est vraiment l'objectif ultime. Vous avez vu tout l'intérêt de ce type de représentation. Là, je vois bien un organigramme avec des pays pour bien comprendre le rôle des acteurs à un moment donné. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le sauvegarder pour le réutiliser plus tard. On peut aussi positionner ça dans le temps avec la vue des activités qu'on vous a montrées, ce qui était quand même quelque chose d'extrêmement important. Ça peut aussi être diffusé sous forme de PDF, et même encore, on pourrait l'enregistrer dans l'Information Store de l'outil pour compléter ou pas une autre enquête. Donc la mise en sens est très importante. Ben, tout ça, c'est possible et c'est orchestré avec le connecteur Abacus Sign. Hein, d'un point de vue analyste, finalement, moi, j'ai qu'à me préoccuper de recherches qui sont dynamiques, pour avoir en fait des résultats pour mener mon investigation. Et là où se situe Abacus Sign, c'est tout le moteur qu'on a derrière qui permet d'interroger la base que j'ai derrière Neo4j, qui permet de traduire tout ce qu'on a en éléments techniques, en langage finalement métier et en langage naturel pour mener les investigations qui vont bien. Donc l'architecture par rapport à tout ça, donc pour la mise en scène, hein, globalement on a utilisé une base Neo4j qui est une version communautaire de la base graph dans laquelle on a injecté l'ensemble des données des Panama Papers. On utilise des interfaces de programmation qui permettent de communiquer entre la base et qui permet à l'investigateur ou bien un groupe de travail de mener des recherches dynamiques pour une mise en sens
des données. Hein. C'est ouvert grâce à Abacus Sign. L'ensemble des composants de cette connexion vont être administrés au travers de la console visuelle et ergonomique de Sign. Voilà, tout ça pour une mise en sens, globalement, et une présentation à l'aide du connecteur. Je vais laisser la main à Gilbert maintenant. Donc, effectivement, merci Pascal pour cette brillante démonstration qui montre la puissance du connecteur Abacus Sign. Et donc, on peut voir en fait que ce connecteur et tout ce package, en fait, tout ce bundle, a certaines caractéristiques qui sont les suivantes. Donc, il y a un outil de visualisation qui est IBM i2 Analyst Notebook Premium. Et bien sûr, on a le connecteur Abacus Sign. Donc, on a fait un package, un bundle pour tout cet outil d'investigation, donc entre IBM i2 et puis Abacus Sign. Et on l'a mis donc sous une location mensuelle avec un engagement sur 12 mois. On a aussi une caractéristique qui est assez bonne, c'est-à-dire qu'on a un temps de déploiement réduit avec une formation et accompagnement de 4 jours pour pouvoir vraiment utiliser efficacement les outils. Donc il faut quand même savoir utiliser la machine, donc c'est pas inné, donc il faut avoir une préparation théorique ou un accompagnement de 4 jours. On a aussi sont inclus dans cette combinaison la base de données Neo4j communautaire et tous les outils IBM qui vont avec pour pouvoir réaliser ces analyses. Et donc on a bien évidemment le connecteur Abacus Sign et les droits d'utilisation compris dans ce package. Le tout est au prix de location de 4 300 francs par mois, hors taxe. Donc pour les résultats qu'on peut obtenir, c'est un prix qui est quand même assez modéré par rapport aux bénéfices dont on peut en tirer. Donc au niveau des conclusions, quelles sont-elles? Effectivement, on le voit, l'analyse qui a été faite, quand on passe le niveau 1, on peut avoir des informations supplémentaires au niveau des Panama Papers, par exemple. Donc l'analyse des bases de données Panama Papers sont encore pertinentes aujourd'hui si on a les outils adéquats pour pouvoir faire de l'analyse. Donc ça, c'est une des conclusions qu'on peut avoir de ce séminaire et de l'utilisation de cet outil. L'autre conclusion qu'on peut avoir, c'est que l'outil Sign, bien évidemment, permet cette investigation au-delà du niveau 1. Donc c'est ça qui nous intéresse. Donc je crois que comme Nicolas Sanson l'a bien mentionné aujourd'hui, ce qui est important, ce n'est pas seulement de la déduction, mais c'est vraiment de l'induction. Donc c'est un peu comme dans la cuisine, on a des plaques à induction aujourd'hui, donc ça a facilité la cuisine. Aujourd'hui, l'outil Sign vraiment permet l'induction, en fait, c'est-à-dire d'aller faire de l'investigation au-delà du niveau 1 d'information. Et c'est ça qui fait le succès de cet outil. On a bien évidemment, on a pris l'exemple des Panama Papers, mais on a une grande flexibilité d'aller analyser n'importe quel type de données, donc que ce soit des données internes d'une banque, d'une assurance, d'une liste de clients, etc. Donc il est bien évident qu'on peut aller à ce moment-là se connecter sur les bases de données qui nous intéressent pour faire des analyses pertinentes avec cette possibilité d'induction, c'est-à-dire d'aller au-delà du niveau 1. Donc voilà dans les grandes lignes les conclusions qu'on peut tirer et je vous propose peut-être de répondre ou d'essayer de répondre parce qu'on ne va peut-être pas y arriver, il va y avoir des questions compliquées, mais on est à votre disposition pour prendre les questions et essayer de répondre à vos questions. Le floor is open, donc on est à votre disposition. Est-ce qu'il y a des questions? Je peux poser la question? Oui, bien sûr. Ouais. Donc, moi, j'ai 3 questions. Première chose, quelle est la différence entre votre plugin et iBridge? Par exemple,
comme connecteur des différentes bases de données. Je vais être très clair, je t'interromps tout de suite, la différence elle est simple, iBridge ne fonctionne pas avec une base graphe. D'accord. Deuxième question. On ne peut pas utiliser iBase pour ce type d'analyse? C'est pas le sujet. D'accord. Troisième question. Donc, on a obligé passer d'un format de la source d'un base graph? Alors, dans le cas présent, oui, effectivement, puisque c'est la base graph, ce qui me permet aussi de répondre à la question précédente, pourquoi est-ce qu'on a choisi une base graph et pas une base SQL? Parce que c'est la base graph qui va te permettre de réduire les temps de calcul des chemins complexes. C'est tout l'intérêt de la base graph et c'est tout l'intérêt de l'offre telle qu'elle est faite là. C'est à des coûts extrêmement serrés de proposer une analyse de recherche de connexion, de chemin avec plusieurs objets en entrée et plusieurs objets en sortie sur des très gros volumes d'informations. Oui, c'est juste parce que, à ma connaissance, la source, par exemple, des papiers, de cette affaire des Panama, c'est tableau Excel. Non. En tout cas, ce que j'ai vu, c'est les fichiers qui sont dans Excel. Non, non, c'est des fichiers. En fait, si tu veux, donc, si on reprend toute l'histoire des Panama Papers, c'est vrai que la question est intéressante. Les Panama Papers, au départ, c'était des documents non structurés. C'était du texte, hein. C'était des mails, c'était des tas de choses. Ensuite, il y a eu un consortium de journalistes qui a choisi de mettre ces Panama Papers en forme. Donc, ils ont lu tous les documents, ils ont utilisé différents systèmes de base, etc. Et puis, ils ont saisi ces informations. En fait, ils les ont saisies, ils ont eu la même réflexion que nous, ils les ont saisies dans une base graph. Et ensuite, le consortium international des journalistes a décidé de donner à tout le monde l'accès à ces contenus. Et donc, nous, ce que nous avons fait, nous avons chargé ces contenus dans une base graph à nouveau, et c'est cette base graph que nous avons été interrogés. Mais encore une fois, je pense que les Panama Papers, c'est quelque chose, c'est un exemple de ce qu'on peut faire, mais on pourrait tout à fait charger d'autres données là-dessus. Oui, je comprends. C'est juste pour moi, pour comprendre. Donc, cet outil-là, il travaille avec base graph où on peut utiliser les autres bases parce que ça, c'est juste un connecteur avec les possibilités de recherche, non? Si j'ai bien compris. Tout à fait. Donc, on peut utiliser les autres bases comme DBase, par exemple, parce que je connais les Bien sûr, DBase ou Titan ou absolument ce que tu veux, même de l'open source, c'est totalement ouvert. Mais là, le package qui est proposé, c'est vraiment sur cette notion de base graph. OK. C'est tout. Merci. Mais de rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou de commentaires? Est-ce que Nicolas, tu vois des questions sur le chat, par exemple? Non, moi je n'ai pas de questions sur le chat pour le moment. Je pourrais peut-être, eu égard à ce qui a été demandé par l'interlocuteur tout à l'heure, rappeler aussi qu'est-ce qui a mené en fait notre réflexion et qu'est-ce qui pourrait faire l'avantage de cette solution. C'est-à-dire que, et là Pascal, tu pourras ajouter si tu le souhaites le volet technique, mais véritablement, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément d'offres de visualisation de données. Il n'est pas un fournisseur d'informations qui ne propose pas une visualisation de données. Le seul souci, c'est que ces visualisations de données, c'est un petit peu comme les histogrammes à une certaine époque. Ça semble très intéressant au départ. Ça fait perdre aussi beaucoup de temps dans le cadre de la compréhension des phénomènes complexes. Donc, on se rend compte qu'il faut absolument aller au-delà de la visualisation de données par de la recherche extrêmement précise de connexions complexes. Et là, nous sommes convaincus qu'un attelage entre une base graph, quelle qu'elle soit,
une technologie graphe et les outils d'investigation visuelle atout fait du sens. La seule chose, c'est que ce déploiement, parfois, peut sembler complexe, peut sembler lourd, peut sembler très technique. Et grâce à Abacus Sign, on a packagé une interface visuelle qui permet en quelques jours de mettre à disposition des investigateurs les solutions du type de celles que vous avez vues dans la démonstration. Et je voudrais vous donner un autre exemple, puisque quand on a construit cette démonstration, on s'est servi évidemment d'Abacus Sign, et entre le moment où on a pensé à une requête et le moment où elle était disponible pour l'utilisateur dans Analyst Notebook, il s'est écoulé une demi-heure. Donc, on est vraiment sur un outil extrêmement fluide et rapide. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie d'avoir un énorme système où il faut presque construire une maîtrise d'œuvre et une maîtrise de projet entre le moment où on a l'idée de la question et le moment où on va pouvoir l'utiliser. Donc, c'est vraiment ça qui donne, pour moi, toute la valeur à cette offre, c'est de donner de l'agilité aux investigateurs en leur permettant très rapidement d'avoir accès aux fonctionnalités de recherche complexe, de réseau et de connexion cachée des bases graphes et de ne plus avoir à le faire sur le graphe lui-même. Je ne sais pas si tu souhaites ajouter quelque chose, Pascal. Ah, si, je peux compléter. Finalement, par rapport à ces bases graphes, effectivement, c'est un exemple qui est plus lié à vos métiers. Moi, je travaille beaucoup dans la cybersécurité et avec Nicolas, on a utilisé aussi cette architecture, également avec cette base Neo4j, pour mener des investigations liées à une attaque cyber et pour essayer de voir et utiliser les fonctions d'analyse avancée d'ITOO justement pour corréler et voir ce qui a été exfiltré de la part de l'attaquant sur la période et donner en gros une preuve de ce qui s'était passé par rapport à cette attaque cyber. Donc les cas d'usage sont multiples et variés. Hein. Comme tu le dis, là on a effectivement ce connecteur vers Neo4j. On a également travaillé pour une banque où on s'est interfacé avec le système SIEM interne, donc le système Information Event Management, qui regroupe toutes les informations des dispositifs réseau, les NAS, tout ça. Et là, c'est pour un cas d'usage SOC, donc Security Operations Center, qui était l'exfiltration ou la fuite de données. Et donc là, finalement, au travers de cette interface, on a mis à disposition des requêtes assez rapidement pour les analystes pour essayer, même pas essayer, pour prouver globalement la fuite de données de documents et voir qu'il y avait un réseau interne entre un sous-traitant et finalement des personnes qui étaient présentes dans cette banque. Voilà. Donc, effectivement, le Neo4j tel qu'on l'a vu tout à l'heure, nous a permis déjà de charger des logs, nous, qu'on considère être des journaux d'événements qu'on a au niveau de système pour mener ces recherches d'investigation. Merci Pascal. Merci Pascal, merci Nicolas. Je pense qu'on est arrivé donc à la fin de ce webinaire. Donc on est très content d'avoir pu partager ces informations durant cette période de confinement. Donc merci à tous. Au nom de Swiss Intel et de Satom IT and Learning Solutions, donc nous réjouissons de vous retrouver lors d'autres webinaires donc sur le sujet ou sur d'autres sujets. Et en attendant, donc prenez bien soin de vous. Donc à bientôt. Merci. Merci. Merci Gilbert. Merci à tous. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée. Merci.